grand merci pour l'invitation. Même si je crains d'être vraiment très très éloigné de tout ce qui vient d'être dit, mais c'est un peu le jeu, j'imagine, sinon je ne serais pas là, puisque je ne connais absolument ou quasiment rien aux archives et que je n'ai jamais analysé ni étudié les instruments de recherche. Donc je suis plutôt là, à titre de ce bouquin notamment, et pour essayer de donner à voir comment est-ce que une partie des questions sur les données, qui sont souvent plutôt traduites du côté des usages, de la réception, éventuellement de leur mise en forme, se joue beaucoup plus en amont. J'ai pris le parti de plutôt vous donner quelques petits exemples d'études que j'effectue ou que j'ai effectuées avec des collègues, comme des formes de cas qu'on pourra éventuellement discuter et par ailleurs confronter à la question des pratiques des archives, ce que j'ai eu l'occasion de faire complètement de manière informelle par quelques archivistes qui ont eu vent des travaux que je faisais avec notamment Samuel Guetta il y a déjà longtemps sur l'open data, et qui sont venus discuter, mais voilà, mis à part, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble. C'était il y a 4 ans déjà, nous n'avons pas eu le temps de faire quelque chose ensemble. Mais il y a sans doute des choses qui résonnent un peu malgré tout, j'espère. Juste pour peut-être expliquer d'où je pars et d'où ont commencé les travaux que je mène sur ces questions-là, il part de quelque chose qui est un peu étonnant donc je suis formé à la sociologie du travail d'un côté et des sciences et des techniques de l'autre, et à l'histoire un peu des sciences et des techniques, qui est un peu inconfortable. Enfin, le monde dans lequel on vit est un peu inconfortable pour des gens comme moi, parce qu'on a l'impression de revenir très très en arrière sur ce qu'on entend comme données, et ce qu'on fait dire aux données, et ce qu'on fait, et la promesse, et l'imaginaire, qui n'est pas un terme que j'utilise beaucoup, mais que portent les données. Parce qu'en gros, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de néopositivisme qui réémerge fortement, qui émerge puisqu'il est néo, fortement autour des données, avec tout un tas de formulations, évidemment la question du pétrole du XXIe siècle, ou l'idée même de données brutes d'ailleurs, qui est assez passionnante à plein d'égards. Et en fait, ces différents discours et ces différentes promesses qu'on trouve sur plein d'endroits différents, dans plein de médias différents, dans plein de situations différentes, qu'elles soient commerciales ou plutôt journalistiques ou dans la recherche d'ailleurs, elles s'appuient sur des postulats où elles font jouer des présuppositions qui sont quand même que je voudrais justement essayer de participer à re-questionner, en adoptant une manière de faire de la recherche, on va dire, enfin, en témoignant d'une manière de faire la recherche. Il y a 2 grands postulats, on va dire, et un centrage de la problématique. Il y a un postulat qui est les données existent, elles sont disponibles, et il y en a plein. Il y a un autre postulat, c'est que leur circulation est fluide, et que c'est pas là que va se jouer le problème, c'est pas dans leur circulation et dans le fait qu'elles vont être glanées. Et il y a un centrage principal de tous ces discours, qui est l'importance primordiale des usages. Ce qu'il faut penser, et là où les promesses vont se jouer, là où des choses importantes vont se jouer, c'est du côté de comment on les utilise, ces données. Leur potentialité. Et c'est une focalisation qui est valable pour ceux qui en vantent les promesses, comme ceux pour qui... comme pour les critiques, ceux qui s'inquiètent de leur possible utilisation. Je vais très vite là-dessus, on en reparlera, mais ce n'est pas le but du jeu. La question, c'est qu'il y a une espèce de production un peu hors sol, sans histoire précisément, sans aucun récit, sauf que c'est une espèce de récit, mais qui vient après la donnée, et qui donc forme un cadre particulier, un imaginaire de la donnée qui est discutable. Et donc, il y a un enjeu, c'est mon boulot de sociologue, on va dire, d'enquêter sur les données, non pas telles qu'on nous dit qu'elles sont de loin, mais sur les données en situation. C'est pour ça que j'avais appelé la présentation les données, la vie ordinaire des données, parce que comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'apporte le fait de documenter des situations, des pratiques, du travail qui a affaire avec de la donnée ou des données. Donc comment est-ce qu'on documente l'existence ordinaire des données? Alors, j'ai mis quelques livres fétiches qui racontent ça depuis très longtemps. Il y en a des tonnes d'autres. Évidemment, la vie de laboratoire de Latour et Woolgar, qui très vite ont montré comment est-ce qu'on fabriquait des données en sciences.
Le Memory Practices de Bowker, qui est moins connu, mais qui est vraiment un travail magnifique sur la mise en base de données de la biodiversité, qui raconte toute cette production-là, et qui, lui, pour le coup, parle d'archives aussi, mais avec ce grand choc qui a été l'arrivée des paradigmes cybernéticiens, on va dire, dans la production, en particulier de la biodiversité. A Vast Machine de Bill Edwards sur l'invention des sciences du climat et le rôle absolument gigantesque des données, mais du bricolage des données sur les sciences du climat, qui a été politiquement particulièrement crucial, puisque ça a fait partie des grandes affaires et des grandes crises avec les climato-sceptiques, qui ont en gros révélé que les scientifiques bricolaient leurs données, ce qui est une évidence pour les scientifiques, mais qui a fait partie d'une grande crise, notamment au STS. Et puis j'ai mis aussi le livre de Delphine Gardet, qui fait une histoire en partie des données plutôt dans l'administration, de l'arrivée en partie de ce qui va petit à petit s'appeler données dans l'administration. C'est plutôt ces questions-là qui m'intéressent et que je vais essayer de creuser là, enfin, non pas du tout de creuser, en fait, de survoler plutôt là, dans les 15 minutes qui me restent. L'idée, même si la question de narration et de récit, j'aimerais plutôt les soumettre à la discussion que les développer là, parce que j'en ai finalement, je les maîtrise assez peu dans ce que j'ai vu, mais l'idée quand même, c'est que si on se penche sur l'existence ordinaire des données, si on regarde comment les gens font pour, entre guillemets, récolter, le syndrome de la motoculture est très intéressant, les données, ben, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des récits et on trouve du travail, en gros, si on s'intéresse au quotidien des gens qui font avec des données. Et donc je vais insister sur deux choses en prenant des cas un peu rapidement sur lesquels je pourrais revenir dans la discussion si ça vous intéresse. En revenant sur les deux premiers postulats, c'est-à-dire d'abord, en fait, les données ne sont pas tant là et faciles à faire circuler qu'elles nécessitent un travail pour les fabriquer, pour les générer. Et en fait, on a plein de situations dans lesquelles on n'a pas de données. Alors qu'on a l'impression de vivre dans un monde où il y a plein de données, il y a plein de situations dans lesquelles il n'y a pas de données, et la question de leur fabrication, dans un monde où on pense que les données, il suffit d'ouvrir un robinet à données pour qu'elles sortent, c'est complexe. Et puis, il y a un autre point, c'est le deuxième point, celui qui sans doute m'intéresse le plus et vers lequel j'irai en conclusion, c'est qu'on a des situations où certains considèrent qu'il y a des données, et d'autres leur disent non, ce ne sont pas des données ou il n'y en a pas. Donc qu'est-ce que ça dit, ça, de ce que sont les données, et quel est le type de question qu'on peut... Quelle est la forme de compréhension de ce qu'est une donnée on peut avoir vous allez voir dans une version absolument non normative, ça m'est complètement égal, moi, de définir ce qu'est une donnée, mais en comprenant comment des gens s'écharpent, en l'occurrence, pour essayer de décider quand est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a effectivement données. Alors, je vais prendre quelques cas très rapides. Je vais aller assez peu sur celui-là, qui est une histoire sur laquelle on pourra revenir, mais de la production. Vous avez peut-être vu apparaître ça dans vos villes depuis quelques mois, parce qu'il y a une obligation légale qui date déjà depuis plus de 10 ans, qui annonce le fait qu'il va falloir disposer de données précises pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure sous les trottoirs et sous les routes de nos villes et des campagnes, mais plutôt du côté des villes, et que finalement, 10 ans après, personne ne sait grand-chose encore, ça n'est pas assez précis, que quand on fait un chantier, une partie des acteurs ne sont pas présents pour dire si vous faites de l'eau, par exemple, ça vient d'une enquête sur l'eau, vous allez tomber sur du gaz, de l'électricité, des télécoms, etc. Alors les gens du gaz viennent parce que maintenant on a quand même montré qu'il y avait eu des morts, donc ils viennent. Et ils essayent d'avoir des informations précises sur ce qu'ils ont, mais ils ne les ont pas toujours. Mais les gens de l'électricité, par exemple, ne viennent pas pour plein de raisons. C'est une histoire d'organisation du travail complexe, mais la raison toute simple, c'est que la donnée n'a pas été produite. En fait. Elle n'a pas été produite, elle n'a pas été... Et donc on ne sait pas. Et on ne sait d'autant plus pas qu'on a 1, 2, 3 prestataires derrière, qui fait qu'on a perdu complètement la trace, et on ne peut pas aller retrouver la personne un peu rapidement pour dire « souviens-toi, raconte-moi l'histoire de ce trottoir, et dis-moi où est-ce qu'il y a de l'électricité ». Et on le sait parfois, notamment, parce qu'on aurait pu, à la limite, les gens qui ont fait, ils ont vu ce qu'ils ont fait, mais on a découvert, en faisant cette enquête-là, qu'il y a des manières encore qui sont interdites, mais qui sont encore pratiquées, notamment de passer les câbles en fusée, comme on dit, c'est-à-dire on creuse à un bout du trottoir, et puis on balance le câble en dessous, et finalement on ne sait pas où est-ce qu'il va exactement, parce que s'il bute sur un truc, il arrive en face. Mais on ne sait pas où il est précisément.
Donc quelque chose d'aussi bête que ça qui semble à tout un tas de personnes évident qu'il y a un tableau de bord dans une ville avec l'ensemble des câbles, l'ensemble des infrastructures, l'ensemble de tout. C'est, y compris quand c'est légalement obligatoire, loin d'être fait. Et scoop, évidemment, ça ne le sera jamais. Parce que si on parle d'inventaire ou de choses comme ça, c'est vrai qu'on pourrait pousser ces questions d'archives et de patrimoine, je reviendrai juste après sur cette notion-là, assez loin, parce que on a de l'ordre de l'archive dans ces histoires-là, c'est-à-dire que ce sont en partie des informations très anciennes, mais elles bougent sans arrêt, elles se déplacent sans arrêt, elles se transforment sans arrêt, elles se remettent à jour sans arrêt, et il faudrait reproduire encore et encore ces données-là. Dans des métiers qui, évidemment, ne sont pas complètement définis pour produire de la donnée. Alors, je vais juste raconter un tout petit peu plus ce cas qui... on voit cette magnifique photo que vous voyez, mais je vais vous la décrire. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui est en train de faire une visite d'un réservoir d'eau dans le haut pays niçois, c'est une enquête que j'ai menée avec Daniel Florentin, qui est un géographe urbaniste. Ça fait maintenant 2 ans, 1 an et demi. Nous avons rendu notre rapport à la Caisse des dépôts avant-hier, il y a 3 jours, donc nous respirons un peu mieux. Une enquête qui est particulièrement intéressante sur les questions justement de données, en particulier, qui est une enquête dite, qui s'intéresse à ce qu'on appelle la gestion patrimoniale dans la gestion des infrastructures. Mon autre domaine de recherche, même celui qui prend de plus en plus de place bien au-dessus des données, c'est la question de la maintenance et de la réparation, les pratiques de maintenance et de réparation. Et on a découvert que dans le domaine de l'infrastructure, on appelle ça la gestion patrimoniale. Gestion patrimoniale à la fois comme terme asset management, parce qu'il y a la comptabilité derrière, il y a de la valorisation, mais aussi vraiment comme une question de patrimoine au sens très fort du terme. En particulier quand on est dans le haut pays niçois, où on a par exemple le canal de la Vésubie, qui est un témoignage de l'ingénierie française dans toute sa splendeur, où on a passé un canal dans la montagne, à grand renfort d'ingéniosité et de mort de travailleurs. Et cette gestion patrimoniale, elle commence à être très complexe et très sensible, on va dire, dans le monde des infrastructures, en particulier parce que les ponts commencent à tomber et sont de plus en plus nombreux à tomber, en particulier parce qu'on considère qu'on a équipé la France, que donc c'est terminé, maintenant on est dans l'âge de la gestion patrimoniale, on est dans l'âge de la maintenance. Et dans un monde bourré d'innovation, la maintenance, la gestion patrimoniale, c'est pas ce qui a beaucoup d'argent, c'est pas ce qui est très reconnu. Et donc c'est une question sensible qui a été mise notamment à l'agenda du Grenelle de l'environnement, et de la loi Grenelle 2, qui a insisté auprès des communautés et des autorités organisatrices pour qu'elles développent une connaissance de leur patrimoine. Donc la première chose qu'on découvre quand on se plonge dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, il y a un énorme problème de connaissance et de déficit, au sens strict du terme. On ne sait pas où passent les canalisations, on ne sait même pas où sont les ouvrages. Alors, quand on commence à faire cette enquête-là, les gens qui nous expliquent ça, en fait, qui sont plutôt des élus, des gens qui sont un peu loin, des élus à l'échelle nationale, nous disent, voilà, il faut qu'ils développent, on a mis en place une base de données, les gens vont renseigner cette base de données, ça va se passer assez bien. Et puis la loi NOTRe, qui fait qu'on a des grosses entités, des grosses collectivités, va faire une montée en échelle, ça va faire des économies, et puis le passage de la loi NOTRe va faire que les petites collectivités qui n'ont pas les moyens de développer un système d'information géographique, par exemple, de ne pas produire des données pour faire ça, vont naturellement, rapidement, en gros, combler ce déficit. Alors, c'est là où l'intérêt, c'est d'aller voir vraiment très concrètement comment ça se passe, puisqu'on a vu tout un tas de collectivités, en particulier la métropole de Nice, par exemple, et sa régie, qui s'est trouvée concrètement confrontée à... On a une métropole niçoise, on a une ville hyper urbaine dans laquelle notre service d'eau se débrouille à peu près. On a d'un côté, on passe en régie, donc on récupère Veolia, Nice, Veolia, extrêmement complexe de savoir quel genre d'infos Veolia va nous refiler dans ce monde merveilleux qui est la gestion de la collectivité de Nice.
Et puis quelques années plus tard, on récupère donc tout l'arrière-pays niçois. Et là, l'arrière-pays niçois, la première chose qui a consisté enfin, qui a été le travail notamment de cette personne-là, c'est de faire un inventaire du patrimoine, et un inventaire très délicat parce que, par exemple, il allait falloir décider si, dans une commune, le maire qui avait dit à un de ses amis, bien sûr, branche-toi sur le réseau, de toute façon, on est au forfait, puis comme ça gèle, reste en... Enfin, tu n'as pas l'argent pour creuser ta canalisation, donc mets-la sur le sol, et puis comme ça gèle, bah, tu laisses ouvert ton eau, parce que sinon, ce serait problématique que ça gèle. Est-ce que cette canalisation appartient ou pas, par exemple, fait partie de notre patrimoine ou pas, ou est-ce qu'elle est à la personne? Et elle se situe où, précisément? Et c'est allé jusqu'aux ouvrages. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec l'idée, en gros, qu'ils avaient 500 ouvrages, et puis ils en sont à 740. Et ils continuent de les découvrir. Alors c'est un bien grand mot, parce que maintenant, quand même, ils ont fait presque le tour, mais par exemple, quand, ils ont reconstitué quelques informations sur le système d'information géographique, avec marqué un point, et puis la personne cette personne-là, qui petit à petit a pris en charge ce boulot, découvre qu'il y a trois choses en fait. Il y a une station de pompage, un réservoir, et puis un autre petit bâtiment à côté. Donc finalement, ce sur quoi je voudrais insister, mais rapidement, c'est que on est dans une situation là, et il y en a beaucoup. Le prochain chantier, c'est les routes, parce que les routes de France ont eu vent de ce travail-là, et ils se sont dit, bah, ils vont faire la même chose, parce qu'on est un peu dans le même problème, parce qu'on ne sait pas non plus complètement où passent les routes, on ne sait pas dans quel état ils sont, etc. On ne sait même pas combien il y a de kilomètres véritablement, en vrai, de routes en France. Comment on fait pour produire une forme de connaissance dans le monde des données, c'est-à-dire, parce qu'il y avait de la connaissance, évidemment, il y avait une connaissance locale, de proche en proche, qui fonctionnait, qui est mise à mal, puisqu'on a des problèmes d'entretien, mais on pouvait toujours à peu près, dans ce monde-là, de la gestion patrimoniale des infrastructures, trouver quelqu'un qui savait où était la chose, qui ne savait pas forcément dans quel état elle était, qui n'avait pas forcément les compétences pour faire vraiment un diagnostic précis, mais qui savait. Et donc là, en fait, c'est à la fois l'avènement de la nécessité d'avoir des données et les reconfigurations administratives et des collectivités confrontent ces acteurs-là, et en particulier cette personne, à la fabrique de nouvelles données. Et qu'est-ce que fait cette personne quand elle visite un réservoir, par exemple? Elle demande aux gens qui s'en occupent, aux exploitants, qui sont souvent des anciens de la mairie, elle va voir le cantonnier et elle lui demande de lui raconter l'histoire de ce réservoir et l'histoire de cette source. Et c'était comment avant? Et ça c'est quoi? Et on sait, ah oui d'accord, les gars ils piquent dedans, machin, etc. Ils savent que c'est avant le traitement, ouais, bah, ils font les fruits là, qui sont juste à côté, et machin, etc. D'accord, donc ça, et puis ils notent. Donc il produit à la fois, je vais pas passer trop de temps, parce que sinon c'est foutu, on en reparlera si vous voulez, ce cas en particulier, mais il produit une histoire et il reconstitue des récits pour produire une forme de connaissance bien particulière qu'il stocke dans différents documents pour tous ces ouvrages. Et en même temps, il fabrique des données. Il transforme une partie de tout ça en données. Il y a des indicateurs qu'ils ont travaillé ensemble avec sa responsable, notamment des choses qui aident à décider et à prioriser ce dont il va falloir s'occuper rapidement. Ça, c'est tout un champ. Il y a tout un autre champ qui est quand vous avez un domaine d'activité, quand vous avez trois services déjà bien constitués qui font de la donnée déjà, la question de l'interopérabilité, la réintégration des données, etc. est un chantier absolument monumental. De quoi on parle quand on parle d'un ouvrage? De quoi on parle quand on parle d'une canalisation? Est-ce qu'il faut se préoccuper du branchement? Donc tout un tas de choses qui sont, j'imagine, des questions fondamentales de l'ontologie, le travail systématique d'ontologie à la fois au sens informatique du terme et au sens de quelle est cette pièce qu'on a sous les yeux. Est-ce que c'est dans cette série-là? Est-ce qu'on va séparer les pages entre elles, ou est-ce qu'on va considérer que c'est un document? Pour avoir bossé un tout petit peu avec Gallica et ce qu'a fait la numérisation, je vois bien les abysses ontologiques que posent ces questions-là. Ils les retrouvent eux, et ils doivent s'accorder, ils doivent se reconstituer autour de ça. Et puis ils ont, c'est la seule fois que j'en ai croisé pour l'instant, des archives de certaines de ces collectivités qui ont été versées aux archives départementales, qui n'ont fait pour l'instant l'objet d'aucun traitement. Et donc on avait, en Haute-Savoie, on avait un service qui avait embauché deux
deux documentalistes qui allaient faire le job, vraiment de dépouiller complètement ces archives dans un monde très particulier qui est le monde de l'eau d'il y a fort longtemps, pour essayer de le retraduire à la fois en récit qui restait dans un coin et qu'on pouvait nourrir et se re-raconter régulièrement pour connaître le territoire, sachant qu'on est à une échelle maintenant beaucoup plus grande, donc c'est évidemment compliqué, et en même temps produire des données et construire des données. Je ne vous parlerai pas de la mise en accessibilité des gares, mais qui raconte des choses très intéressantes sur la fabrication des données, puisqu'il me reste 30 secondes. Bon, le point très simple, qui est un grand classique, mais sur lequel il faut revenir toujours, c'est que les données sont obtenues, c'est Bruno Latour qui écrivait ça en 87, en allant regarder les scientifiques et en disant, voilà, ce qu'on appelle données, c'est le jeu de mots qu'on peut faire évidemment avec ce terme, elles sont toujours obtenues, et elles sont toujours complexes à obtenir, elles sont difficiles à obtenir. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais en même temps, on est dans un monde où ces données sont vouées à circuler, à être partagées, à être réutilisées. Donc il y a plein d'acteurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui disent mais non, ce ne sont pas des données. Donc certes, chaque donnée doit être obtenue, mais en même temps, elle doit être donnée. Elle doit être considérée à un moment donné par certains acteurs comme des données pour être valides comme des données. Et là, on peut, pour se convaincre de ça, prendre différents cas. Celui-là, je vais en prendre deux qui sont en fait évoqués dans le livre. Là, pour le coup, c'est surex, mais c'est pas grave. Il y a cet appareil va avec un être humain qui ajuste régulièrement. Comme tous les appareils. Là, c'est en direct. Par exemple, quand vous ouvrez un compte bancaire, dans une banque, vous avez l'impression d'avoir ouvert un compte bancaire, vous étiez face à un commercial, vous avez rempli un dossier, etc. Et en fait, dans toutes les banques, c'est même obligatoire, vous avez un service qui va vérifier ces données, les valider, et effectivement confirmer que le numéro de compte provisoire qui a été créé est effectivement créé. Et donc c'est une enquête qui a maintenant déjà longtemps, que j'ai menée dans un service qui fait ça, qui vérifie, en fait qui fait de la vérification et de la saisie. Service qu'on a confié à des cinquantenaires, femmes, parce qu'évidemment, c'est ce que raconte Delphine Gardet, les femmes sont plus méticuleuses dans le traitement de l'information et de la donnée, c'est bien connu, mais c'est une histoire passionnante que raconte Delphine Gardet, qui est l'invention de la féminité comme sachant prendre soin de l'information et de ce qui va devenir la donnée. C'est un travail pour lequel il y a très très peu de moyens qui sont donnés, qu'on a essayé de standardiser complètement dans cet endroit-là, qu'on a chronométré, en mettant les temps moyens de dossiers pour les traiter, parce que c'est très simple, il suffit de savoir si l'information est vraie ou pas. Sauf que quand on regarde comment les gens font, en fait c'est extrêmement complexe, et pour que la donnée soit de la donnée au sens juridique bancaire et validée pour, il faut un traitement assez complexe, il faut un jugement, il faut il faut jongler avec tout un tas de choses. Autre cas, petite start-up qui fait, que vous connaissez peut-être si vous êtes cycliste, qui s'appelle GeoVélo maintenant, que j'ai accompagné à ses tout début, qui travaille avec OpenStreetMap. Je ne sais pas si vous connaissez OpenStreetMap, la production de cartes participatives, on va dire, contributives, et qui vient me voir en disant on aimerait bien récupérer les données de la ville de Paris sur le vélo, ce serait peut-être plus simple qu'OpenStreetMap. Moi je ris, voilà, je fais exactement ça. C'est exactement ce que je fais. Et d'accord, on va demander un peu de sous pour faire une recherche là-dessus, auprès de la ville de Paris d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on découvre? Quelque chose dont on se doutait, mais qu'il y a plein de gens qui savent plein de choses sur où sont les infrastructures de vélo à Paris, mais que par exemple, pour faire une bande cyclable, une bande de peinture cyclable, ça peut se jouer à la fin d'une réunion de... Oula, vous en avez plein. La fin d'une réunion de chantier, si quelqu'un... On va rechercher. Oui. Si quelqu'un est pro-vélo parmi les gens de la mairie à ce moment-là, ils disent vous me mettrez là une bande, et ça ne laisse aucune trace. Aucune. Alors évidemment, il y a un plan vélo à Paris qui, lui, circule sous la forme de données parce qu'il y a un budget, parce qu'il y a un machin, etc. Mais il y a tout un tas de... Puis qu'est-ce que c'est vraiment qu'une bande cyclable? Qu'est-ce que c'est qu'une piste cyclable? Et dans Paris, aujourd'hui encore, même si ça c'était il y a déjà un petit bout de temps, il y a plein d'endroits pour lesquels on peut constater qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une infrastructure cyclable, mais qui ne remonte pas dans un tableau de bord. Et c'est normal en fait. C'est la vie quotidienne de ces administrations-là. Elles n'ont pas que ça à faire déjà, de reproduire systématiquement de la donnée sur ce qu'elles ont fait, parce que le vélo c'est une chose, mais il y en a plein d'autres. Et donc finalement, cette entreprise a découvert
petit à petit, au fur et à mesure de nos discussions, que, OpenStreetMap était d'une puissance phénoménale pour ça, et qu'il y avait tout intérêt à produire de la coproduction de données. En fait, ce que j'évoquais là, c'est l'histoire d'une coproduction entre la SNCF et OpenStreetMap, pour fabriquer les données d'accessibilité à l'intérieur des gares, mais qui est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, il y a un enjeu de coproduction des données. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des acteurs supplémentaires qui viennent participer, notamment parce que ce ne sont pas simplement des données ouvertes, ce sont des données aussi porteuses de certaines problématiques. Et que ces acteurs-là peuvent être porte-parole de ces problématiques. Mais ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'est ce temps où, que j'attendais un peu, mais qui s'est vraiment passé, de voilà ce que la mairie de Paris a. Des PDF, des choses qu'on peut leur demander à des gens, des fax. Voilà. Ça, ce sont les données qu'elle a sur le vélo. Et qu'est-ce que me dit la boîte qui fait un algorithme pour vous fournir un logiciel machin? Elle dit ce ne sont pas des données. Qu'est-ce que disent les gens de la Quadrature du Net ou d'autres quand l'Assemblée nationale envoie des PDF? Ils disent ce ne sont pas des données. Et ça c'est un point absolument crucial dans ce que je voudrais là ici souligner, parce que en fait, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Ça dépend. Mais dans qu'est-ce que c'est qu'une donnée se joue un truc qui est fondamental, c'est que dans qu'est-ce qui compte comme donnée se joue qu'est-ce qui compte comme travail. Quand la boîte qui fait des algorithmes vélo dit la mairie n'a pas de données, elle pourrait dire je veux que la mairie me donne des données. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire le boulot de produire les données. Ce qu'ils ont fait, c'est l'inverse, c'est de dire ok, on reconnaît ça, c'est un boulot qui est par ailleurs que eux font en partie avec d'autres, et puis avec les contributeurs d'OpenStreetMap, on va produire les données. Quand les activistes de l'open data, qui ont tout un tas de bonnes causes pour faire ça, disent ce ne sont pas des données, font du data shaming, on voit beaucoup de sites du bad data, du machin, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent je ne veux pas m'en occuper. Vous devez, vous, me donner des données qui sont machine readable, qui sont intelligibles aux utilisateurs, etc. Donc il y a un jeu autour de la question de la donnée qui pourrait paraître en fait complètement transparente, quelque chose qui est là ou qui n'est pas là, qui est un jeu de distribution du travail et du sale boulot, et de définition même de ce que c'est que le sale boulot dans ces histoires. Et si on a ce point d'entrée, à chaque fois qu'on est témoin d'un débat autour de la question des données, on a une clé particulièrement intéressante. Qui veut faire quoi et qui ne veut pas faire quoi dans cette histoire-là? Et l'autre point, et ce qui rejoint les questions des STS, c'est en gros, est-ce que l'effacement du travail, est-ce que le fait que la donnée doit apparaître comme ne faisant pas l'objet d'un travail, c'est la condition de félicité de la donnée? En science, ça a été montré pendant très longtemps, ce que j'expliquais avec notamment Paul Edwards, mais Knorr-Cetina, plein d'autres ont montré que l'article scientifique était valable, la donnée scientifique n'est valable qu'à partir du moment où elle efface les conditions de sa production, parce que c'est la nature qui parle. Est-ce que c'est indépassable? Et est-ce que dans le monde de l'administration ou dans le monde des archives, par exemple, la mise au contraire en avant de ce travail-là est quelque chose qui ne tuerait pas la donnée, mais au contraire, on pourrait les conditions de son utilisation, les conditions de son... Donc pour finir, ce qui me fait un peu loin quand même dans les 20 minutes, mais du coup, en fait, moi ça m'incite à me demander, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? En fait, c'est un temps dans un processus, et c'est là qu'on peut sans doute reboucler avec la question de la narration et du récit, c'est-à-dire que c'est sans doute là qu'il y a quelque chose à faire sur à quel moment est-ce que nous avons collectivement décidé que cette chose qui est un moment provisoire va être considérée comme une donnée. Et donc c'est un objet transactionnel. C'est pas un objet, c'est une qualité en fait, c'est un adjectif, on pourrait le garder comme ça. Une donnée c'est une qualité et c'est quelque chose qui est transactionnel. Ça engage plusieurs acteurs. En fait, il ne faut pas se demander qu'est-ce qu'une donnée, mais quand est une donnée, quand arrive ou quand est une donnée. Voilà. Il y a un terme qui est issu de la psychologie russe de l'activité sur les instruments. D'ailleurs, ça peut vous intéresser précisément là, parce que when is a tool, et non pas what is a tool. Et c'est un peu cette situation, c'est Engelstrom qui en parle notamment dans un... Et on peut faire la même chose avec la donnée. Et ça change quand même beaucoup de choses si on se pose la question comme ça.
notamment parce qu'on rentre dans une transaction, et on accepte de rentrer dans une transaction. Et donc, quelles sont les formes de valorisation, quels sont les effets, les irréversibilités, par exemple, qui sont constituées à partir du moment où on a décidé que ça c'était une donnée ou pas. Et plein d'enjeux sur les formats. Tu vois. Bon, je m'arrête là, en espérant ne pas avoir été trop abstrait.